Voilà, donc on va pouvoir lancer ce webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Semra et Mario de l'agence Chasqui Ventura qui vont donc nous parler de la destination Pérou. Ce webinaire, c'est un webinaire donc, qui est organisé par Together. Together, c'est, pour rappel, un réseau de réceptifs indépendants et fiers de l'être. Donc, Semra, Mario, je vous laisse la parole. Vous avez 1 heure. Et bon webinaire à tous. Merci Damien, bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai déjà, il y en a à tous, mais parmi vous, il y en a certains que j'ai déjà vus qui étaient déjà présents sur le webinaire Arabie Saoudite et Arménie, donc je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est Mario que je voudrais vous présenter parce que Mario, je le connais depuis quelques longues années maintenant, dans mon ancienne vie de chef de produit. Et Mario, donc, donc Mario travaille donc son DMC de Chasqui Ventura, dans lequel je me suis associée, est présent au Pérou, donc à la fois dans le sud, à Cusco, et dans le nord, mais également en Colombie. Et aujourd'hui, justement, on aurait aimé vous présenter un peu le Pérou, mais sous un angle un petit peu différent de celui que vous avez peut-être l'habitude de voir, qui est plutôt axé sur la gastronomie, mais un peu l'histoire aussi de la gastronomie. Donc, je passe la main à Mario et je te laisse mettre de la présentation, Mario. Donc, bonjour à tous, simplement m'assurer, vous êtes tous en train de m'entendre correctement? On t'entend bien, Mario. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, avant tout, donc bonjour, ici je suis à Cusco, au Pérou, il est 8 heures du matin. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous parler et vous présenter un peu cette destination. Souvent, quand on parle du Pérou, on parle des Incas, on parle des montagnes. Mais c'est un peu un pays qu'on voit plus dans le lointain et qu'on ne comprend pas forcément. Donc, la proposition est à travers le prisme de la gastronomie, de pouvoir approcher un petit peu les écosystèmes, de pouvoir approcher un peu toute la richesse qu'a ce pays en termes de culture, autant en termes de produits agronomiques et aussi toutes les influences culturelles qu'il y a, non? Donc voilà, donc moi je suis le directeur de Chasqui Ventura qui est à Cusco. Donc je vais d'abord vous présenter, on va voir si ça… Attendez, excusez-moi. Voilà, ok. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous raconter un peu les expériences de voyage que l'on fait. On va parler un petit peu du Pérou pour pouvoir l'approcher et à partir de là, sur la façon dont on peut l'approcher en tant qu'expérience gastronomique à travers un cas spécifique, non? Donc, d'abord, pour parler de Chasqui Ventura, cette entreprise est née à Cusco en 2006. Elle a 17 ans, comme l'a dit Semra. Donc, nous sommes à Cusco, au sud du Pérou. Nous sommes à Chiclayo, dans le nord du Pérou. Et nous sommes également à Bogota. Semra elle-même est à Paris, donc ce qui nous permet, donc nous sommes absolument francophones, nous, anglophones également, en espagnol et en italien. Nous opérons donc dans ces 4 langues. Nous travaillons à partir de voyages à la carte avec différents partenaires sur la France, sur la Suisse, sur le Royaume-Uni, sur le Canada. Nous travaillons aussi beaucoup du voyage sur mesure. Donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple des voyages sur mesure, par exemple, qu'on peut monter selon les types d'intérêts que vous pourriez avoir. Donc, nous faisons de la découverte culturelle. Là, on voit par exemple 3 photos. On voit une photo de Tipon, qui est patrimoine de l'ingénierie hydraulique mondiale à Cusco, à 17 km de Cusco. On voit une photo de Mompox en Colombie. C'est le village qui a inspiré un peu Garcia Marquez. Et on voit une photo de Chanquillo, qui est patrimoine de l'humanité, le premier observatoire astronomique d'Amérique qui est au nord de Lima. Ici, on fait aussi de la randonnée pédestre, cycliste, équestre. On voit par exemple une randonnée équestre qu'on a fait en 2019 pour un monsieur qui était un ancien député français, à Los Angat, à Cusco. Donc là, on est au-dessus des 5000 mètres. Ici, on voit Gocta, enfin dans la zone de Gocta, dans le nord du Pérou. Et puis, on voit là dans la Sierra Nevada, le parc Tayrona, qui est à Santa Marta, en Colombie. Donc, on organise dans tout type d'écosystème des randonnées. Voilà.
On fait également de l'écotourisme centré donc sur la compréhension des écosystèmes. Là, on est à l'orée du parc national du Manou, sur des canopées. Et on est aussi en train de travailler avec des communautés qui sont dans la production durable du café, du cacao et d'autres. Nous travaillons depuis le début avec des communautés. Nous travaillons avec 17 communautés au Pérou. Nous voyons ici, par exemple, là, on travaille dans le parc de la pomme de terre à Cusco sur l'ethnobotanique. Ici, c'est à Huanca, dans le nord du Pérou, donc près de Chachapoyas, de Cuelap. Ici, ce sont les Uros. Et ici, c'est Racchi, entre Cusco et Puno. Donc, on travaille avec toutes sortes de savoir-faire en essayant de mettre en valeur les savoir-faire dans le textile, la céramique, l'élevage de camélidés, la production de différents produits, cacao, café, pommes de terre et autres, avec les communautés en mettant en valeur leur culture à partir de ces savoir-faire. Nous travaillons dès le début aussi avec du tourisme solidaire et majoritairement, nous avons pu travailler ça avec le Royaume-Uni et le Canada, avec des jeunes, en général de 15 à 18, 19 ans, qui viennent faire des projets, qui restent 5 jours, 6 jours dans les communautés avec lesquelles nous travaillons. Où en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à travailler avec une communauté qui veut travailler, mais qui n'est pas formée au départ à accueillir des touristes. Donc, on commence à travailler sur le tourisme solidaire, on met en adéquation, on les aide à mettre en adéquation leur maison. Et au fur et à mesure, peu à peu, donc en apprenant à tout ce qui est la partie alimentation, tout ce qui est la nuitée, on évolue vers des produits plus d'ethnotourisme. Nous travaillons aussi avec, avec des familles. Et donc, voyager en famille, ce n'est pas pareil. Là, on avait des enfants de 7 et 10 ans, par exemple. Et on a fait un programme spécifique où on a tout expliqué, mais à partir des enfants. Très intéressant pour les parents également, mais c'est bon, c'est dans l'activité. On a fait la tyrolienne, du vélo, des activités avec les communautés. On a vu aussi un petit peu d'archéologie, de la culture, mais à partir du format des enfants. Nous avons également des expériences collection, par exemple, quand ce sont des groupes très spéciaux, au milieu de nulle part, tout d'un coup, ils surgissent et puis on peut faire des repas avec tout le confort. Là, c'est face à un glacier sur la plaine de Maras. Ou sinon, il y a le train, par exemple, ça, c'est un train d'Orient Express, non, qui va de Cusco à Puno, où il y a des danses, des défilés de mode. Enfin, c'est des expériences assez exclusives, ces expériences collection. Nous travaillons également sur des groupes très spécifiques, sur des circuits spécialisés. Par exemple, là, c'est un circuit qui est autour de l'archéologie. C'est l'archéologue lui-même, un des meilleurs archéologues en termes de momies, de connaissances sur les momies au Pérou, qui nous a accueillis sur un musée au nord du Pérou, El Brujo. Donc, c'est pareil pour l'agronomie, l'architecture, la gastronomie, la nutrition, également le bien-être. On fait des programmes de bien-être qui sont centrés sur la cosmovision native, en dialogue bien sûr avec d'autres connaissances qu'il y a, mais c'est une connaissance, on connaît beaucoup sur les pierres, sur l'archéologie et tout ça, on connaît peu sur la façon de voir le monde des Andins, donc nous on se centre un peu sur le programme de bien-être là-dessus. À partir de là, donc ça c'est Chasqui Ventura, voilà ce que nous faisons. Donc maintenant on va parler un petit peu du Pérou. Si on parle du Pérou, donc ça vous connaissez, c'est Machu Picchu, c'est l'image que souvent on a donc du Pérou. Cette image-là également, on l'a en tête souvent, c'est le lac Titicaca, ça c'est l'île de Taquilé. Cette photo a été prise donc avec un drone, sinon ça aurait été impossible de la prendre. Et ça, depuis l'avion, les lignes de Nazca. Ça, c'est un peu l'image que l'on a du Pérou. Donc, c'est ce Pérou qu'on voit ici, qui est, Nazca est à peu près par ici, c'est donc Lima, Nazca. Ici, on voit Cusco, Arequipa avec le canyon du Colca, le lac Titicaca ici, et ici, un petit morceau d'Amazonie où on a le parc national du Manu et Tambopata. Donc, cette partie du Pérou, c'est celle qu'on connaît. Donc, nous, ce qu'on voudrait maintenant vous montrer un petit peu aussi, c'est l'autre partie du Pérou. Donc, je vais aller 1 minute sur Instagram pour vous partager un…
je vais le relancer. Caral, Saint-Milan, site patrimoine de l'humanité au nord du Pérou. Première ville d'Amérique, à 300 km au nord du Pérou. Là, on a Cuebayo, Nous avons fait cette petite vidéo parce que souvent, en réalité, donc là, je vous montre à nouveau, je vais relancer la présentation. Voilà. Donc, le Pérou qu'on connaît, c'est souvent ce Pérou qui a à peu près 2000 ans, on va dire, hein, si on est avec les lignes de Nazca. Mais le Pérou, c'est également ce qui est au nord. Et qu'est-ce qui est au nord? Bon, ici, il y a la Cordillère Blanche, là où je mets cette… on voit bien ma… Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit un chat. Ah, vous m'entendez? Ce que je disais, c'est que pendant que tu diffusais la vidéo, tu parlais, mais on ne t'entendait pas. Mais on a vu la vidéo en revanche. Bon, Mais ce n'est pas alors, grave, on a vu la vidéo, c'était ce qui était, je pense, le plus important, puisque tu vas nous expliquer, voilà, donc, je pense, la suite. en reprenant vite fait ce que je vous ai montré, Caral, c'est la ville la plus ancienne d'Amérique. Donc, 5000 ans, patrimoine de l'humanité. Chanquillo, le premier observatoire astronomique d'Amérique. Caral et Chanquillo sont ici à peu près. On a vu Trujillo, patrimoine de l'humanité, qui a 1150 ans, de la culture Chimú. On a vu la forêt de Pomac et Tucumé, là où il y a la pyramide de plus grande base du monde. Elle a 400 mètres de long sur 160 mètres de large et 60 mètres de hauteur. C'est la vallée des pyramides où il y a 200 pyramides et sur Tucumé même, il y a 26 pyramides. On a vu Cuelap qui est appelé le Machu Picchu du Nord. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu sur le nord. Vous montrer qu'ici, on a une histoire d'à peu près 2000 ans. Et ici, on va sur une histoire qui va jusqu'à 5000 ans à peu près. Hein. Donc, sur les sites, comme je vous disais ici, c'est Amazonie, Cusco, Colcar, Arequipa, Nazca, Lima. Ça, c'est ce qui est connu. Ce qui est moins connu, ici, à la Cordillère Blanche. Ici, il y a les croisières sur l'Amazone. Ici, c'est toutes les cités mères, hein, on va dire, un peu de la culture andine. Et ici, c'est le secteur qu'on ne connaît quasiment pas, mais c'est la partie plage du Pérou. Il y en a certains qui me disaient pourquoi j'irai à la plage au Pérou, parce qu'au Pérou, en plus de la plage, on bouffe bien. Voilà, c'était un peu ce que je leur répondais, parce que c'est en plus de la plage, c'est très, très bon. Donc, ce n'est pas pour venir à la plage exclusivement, mais faire 2 jours d'extension, c'est quelque chose qui peut être sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est quoi le Pérou? Le Pérou, c'est 2,3 fois la France, hein, 1 285 000 km² versus 551 000 km² la France métropolitaine. Le Pérou est le 19e territoire au monde. Hein. Le Pérou, c'est la moitié de la population française également. Donc, c'est un grand pays où on a 70% de la population qui est sur la côte, donc sur 10% du territoire. Le Pérou, c'est 28 microclimats sur 32 au monde. C'est 84 zones de vie sur 117. C'est le premier au monde en papillons. En poissons, nous avons 2000 espèces de poissons entre la mer et donc aussi également les lacs, les rivières de l'Amazonie. Donc, c'est 10% du total de poissons qu'il y a dans le monde. En diversité d'arbres, sur 1 hectare, c'est le premier pays au monde. On a recensé plus de 300 arbres par hectare dans le nord du Pérou. En orchidées, plus de 4000 espèces. En plantes natives domestiquées, 182 espèces qui sont natives d'ici, du Pérou. Des plantes utilisées par la population, il y en a 4400 espèces qui sont utilisées, dont 787 qui sont comestibles. C'est le second au monde en variété d'oiseaux, après la Colombie, 1800 espèces. C'est la 3e position chez les amphibiens, 332 espèces. Et chez les mammifères, plus de 500 espèces. C'est le 5e en reptiles à l'échelle mondiale. Ce sont 25 000 espèces de plantes, 10% du total mondial.
dont 5500 sont endémiques, propres d'ici. C'est le pays de la pomme de terre, plus de 3000 écotypes de pommes de terre, 36 écotypes de maïs, 623 espèces de fruits, 1408 espèces de plantes médicinales, 1600 espèces de plantes d'ornement. C'est également 3 des 50 meilleurs restaurants au monde. C'est 4 des 10 meilleurs restaurants de l'Amérique latine. C'est ça le Pérou, c'est pour ça qu'on a centré un petit peu sur la gastronomie. Donc, simplement pour vous expliquer, par exemple, au niveau mondial, le Central, qui est à Lima, c'est le 2e restaurant au monde. Au niveau latino-américain, c'est le 1er. Le Central, c'est une cuisine contemporaine avec des ingrédients locaux. Il travaille autour des paysages, des différents paysages qu'on a, de la côte à l'Amazonie, tout ça. Les histoires, les saisons également. Le maïdo, c'est lié à la cuisine Nikkei, c'est la cuisine japonaise avec des ingrédients péruviens. 11e au niveau mondial, 3e au niveau latino-américain. Le maïta, le chef du maïta a travaillé au Celler Cal Roca de Barcelone, de Catalogne. 32e au niveau mondial, 9e au niveau d'Amérique latine. Le Xol, 68e au niveau mondial, 8e au niveau d'Amérique latine. Non? Et bon, il y a quelques autres que vous pourrez voir dans la présentation après. Cette classification est faite par le S. Pellegrino de la revue Restaurant, qui convoque donc les meilleurs chefs et les meilleurs critiques au monde, et c'est eux qui font cette sélection que vous voyez là. Hein, donc, il y a d'autres restaurants que vous pourrez voir. Donc, toute l'expérience au Pérou sur les programmes, bien sûr, n'est pas que dans des grands restaurants comme ça. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau en fonction des types de programmes que vous pouvez faire. Mais constamment, nous faisons attention aux expériences pour que ces expériences passent par la vue, passent par le son, passent également et surtout par le goût. Également, c'est définitivement un voyage gastronomique sur lequel on se centre. Donc, l'essentiel, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de diversité? 3 facteurs. Le premier, c'est que nous sommes au centre de l'Amérique du Sud, nous sommes quasiment sur l'équateur, à 0 degré, jusqu'au 18e degré de latitude sud. Si on pense qu'une plante, c'est une petite usine qui produit donc de la chlorophylle et de la cellulose, excusez-moi, en captant donc le dioxyde de carbone, cette petite usine, elle va travailler quasiment 12 heures au niveau de l'équateur, à 3200 mètres, et à 3200 mètres au sud, elle va travailler 9 à 10 heures. Donc, elle travaille moins. Donc, ça va apporter de la richesse. Un deuxième facteur, ça va être l'altitude. Nous avons au Pérou 3 des 5 canyons les plus profonds du monde. Le plus profond est en Chine. Le deuxième le plus profond est ici à côté de Cusco, 4691 mètres de dénivelé. Le troisième est au Népal. Je n'ai pas réussi à trouver la mesure exacte, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Le 4e est à Arequipa, le Cotahuasi, et le 5e, le Colca, également à Arequipa. Non? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une chaîne qui est jeune. Il faut imaginer, il y a 4600 millions d'années, la planète avait 4000 km de diamètre. Aujourd'hui, elle a 12 000 km de diamètre. Elle a poussé 3 fois. Donc, en poussant, il y a eu les plaques, et ces plaques vont faire que, il y a 4 à 10 millions d'années, les Andes sortent. Comme elles sont jeunes, il n'y a pas eu encore assez d'érosion, et on a beaucoup d'altitude. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à 1500 mètres d'altitude, par exemple, on va avoir un caroubier. Un caroubier, c'est chaud, on peut avoir des ananas, on peut avoir des bananes. Et à 2500 mètres d'altitude, on va avoir de l'amarante, on va avoir du maïs violet, on va avoir des fruits de la lucuma, donc on est 1000 mètres au-dessus. Donc 1000 mètres au-dessus, on va avoir de la pomme de terre à 3500 mètres. 1000 mètres au-dessus, on va avoir du maca. Ça, c'est de la famille du radis. Dans les magasins bio en France, vous allez pouvoir le voir. C'est une bombe minérale. Et à 5500 mètres, on va avoir des vigognes. Et donc, on va parler d'un archipel vertical parce qu'on va avoir des écosystèmes différents, qu'on soit à 1500, 2500, 3500, 4500. Ça va apporter beaucoup de diversité. Finalement, nous avons un dernier élément, un troisième facteur qui explique cette diversité, ce sont les courants marins. Depuis l'Antarctique, on va avoir un courant marin qui va monter jusqu'à la pointe du Pérou ici. Et c'est pour ça que nous avons des pingouins à Lima. Lima est au même niveau que Copacabana, donc on devrait être aussi chaud qu'à Copacabana, mais on est beaucoup plus froid. On est beaucoup plus froid parce qu'on a ce courant froid. Donc ici, quand on est sur la côte, ça va faire que il n'y ait pas d'évapotranspiration et il ne pleuve pas sur des airs. Comme il y a les Andes, ça ne permet pas que ça vienne de l'Atlantique. Et en ne venant pas de l'Atlantique, l'humidité,
il ne pleut pas, et c'est pour ça qu'on a un des déserts les plus secs au monde, le désert d'Atacama, qui va à peu près depuis Santiago du Chili, un peu plus au sud, jusqu'à le nord du Pérou, donc à cette pointe-là où on voit le froid. De l'autre côté, on a un courant chaud qui, lui, vient d'Indonésie, il vient en longitude. Ce courant chaud, vous en avez entendu parler, c'est le courant du Niño. Il berce, on va dire, les saisons du Pérou depuis 40 000 ans. C'est-à-dire que toute l'évolution culturelle du Pérou va être marquée par ce courant du Niño. Quand le courant du Niño vient, il va pousser le courant froid, et en ayant les eaux chaudes, il va commencer à pleuvoir dans le désert, et ça bouleverse tout. Et donc, on va perdre des récoltes, et c'est un moment où tout revient à zéro, le compteur revient à zéro. C'est comme si vous aviez tous les 3 à 12 ans un Covid qui marque l'histoire du Pérou depuis 40 000 ans et qui va marquer donc l'évolution des cultures. C'est pour ça que c'est très important d'en parler. Ces 3 facteurs sont ceux qui font la biodiversité du Pérou. Donc voilà, ici je vous montre également un point essentiel. Nous voyons à Lima, nous avons 180 km d'écart entre la côte et l'Amazonie. C'est pour ça que c'est le point le plus étroit qu'il y a entre la côte et l'Amazonie. C'est pour ça que Lima, c'est une ville qui a 4000 ans d'occupation. Hein, c'est une des seules villes en Amérique où on pourrait dire, peut-être un petit peu avec le Mexique, certaines villes où on a ce temps d'occupation. On a 4000 ans d'occupation. Ici, nous sommes à 200 km au nord du Pérou. L'avantage, c'est que les montagnes sont plus basses, donc l'humidité va réussir à passer un petit peu. Et comme on a des déserts, on va avoir de l'irrigation depuis au moins 3000, 3500 ans. Et ici, par contre, c'est là où il y a Cusco et Nazca. C'est juste la ligne où il y a Cusco et Nazca. On a 400 km. Ce qui fait que c'est beaucoup plus éloigné. On a un désert étroit et c'est beaucoup plus éloigné. On va avoir beaucoup moins de développement culturel dans le sud du Pérou. Et là, ça va être beaucoup plus ancien dans le nord du Pérou. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer maintenant à l'expérience gastronomique. Donc, quand on dit expérience gastronomique, on va voir ici d'abord les centres gastronomiques du Pérou. Et on va dire qu'il y a 3 grandes capitales, là où il y a les grands restaurants. Bon, bien sûr, Lima, la capitale, où il y a la majorité des grands restaurants. On va voir au nord du Pérou Chiclayo, avec une nourriture, des aliments très savoureux, des plats très savoureux. Et on va voir Arequipa. Dans un deuxième rang, on va voir Cusco et un petit peu dans l'Amazonie, Tarapoto. Hein, donc ça, pour avoir une idée des centres gastronomiques. Les écosystèmes qu'on a, l'océan, 2000 variétés de poissons. Donc, des fois, on se dit, le ceviche, il est fait avec quoi? C'est moins peut-être le poisson, parce qu'on a beaucoup de variétés. C'est le deuxième pays en pêche au niveau mondial. Le Pérou, ici, au Pérou, viennent pêcher les Chinois, les Norvégiens, les Japonais. Enfin, le monde entier vient pêcher ici. Et nous, en termes absolus, nous sommes le deuxième pays. Donc, voilà. L'autre écosystème, c'est la forêt sèche au nord du Pérou, qui va nous donner plein de types de calebasses, des types de piments spéciaux. Le troisième, c'est les Andes. Là, on voit la vallée sacrée, à côté de Cusco, où on a le maïs géant, qui a été le premier produit d'appellation d'origine contrôlée au Pérou. Non? Et finalement, l'Amazonie. Ici, on est aux portes du parc national du Manu, qui est considéré par l'UNESCO comme l'écosystème avec le plus de biodiversité de la planète. C'est une réserve de la biosphère. Donc voilà, on a quelques produits, donc ici des piments, de la lucuma, donc la cacahuète par exemple, hein, qui est originaire d'ici aussi, des caroubiers, des types de haricots, le maïs qui est partagé avec le Mexique, l'origine, la patate douce, le manioc, la pomme de terre. Donc ça, ce sont des produits qui sont originaires d'ici. Ça, ce sont des données du Brujo, le complexe archéologique. Donc tous ces produits sont là. On est en train de parler de 1700 ans en arrière. Hein. Ici, on voit certains produits, donc la patate douce. On voit une céramique ici avec un fruit qui est représenté donc à peu près de 1800 ans. On voit des types de haricots. On voit également du requin qui était mangé donc depuis l'Antiquité. Donc voilà, l'aube de la civilisation dans le monde, c'est la Mésopotamie, grâce à la civilisation du blé, il y a 10 000 ans, 10 500 ans. Nous, ici également, en Amérique, au Pérou, il y a 10 500 ans, on faisait du piment, on faisait comme le topinambour, la pomme de terre, 10 000 ans.
différents types de tubercules, de manioc, la patate douce, des haricots. Voilà, la lucuma qui est un fruit, un très bon fruit local. Donc tout ça, c'était fait il y a 10 000 ans. On a toutes les traces. On a également des calebasses, du quinoa il y a 7 800 ans, le maïs 6 700 ans, la coca, la fameuse coca 6 400 ans, le coton 6 200 ans, des variétés de fruits des 6 200 ans. Et bon, je passe, je vous laisserai voir la présentation après. Il y a différents types de produits. Donc, comme vous voyez, ça fait plus de 10 000 ans d'agriculture ici, dans cette région du monde. Voilà. Alors, pour maintenant parler des influences culturelles, je vous montre une petite photo de Caral que je situe là sur le plan. Pourquoi est-ce que Caral, c'est important? Parce que Caral, c'est la première ville d'Amérique. Et à Caral, on a retrouvé, on s'est demandé pourquoi est-ce que Caral s'est formé. Caral s'est formé, on s'est dit, serait-ce par la violence que ça s'est formé? On a compris que Caral s'était formé tel que les premières villes en Turquie s'étaient formées autour du blé. Ici, là, ça s'est formé autour du coton. Avec le coton, ils ont donné, par exemple, du coton aux pêcheurs qui étaient là, à Vichama et à Aspero. Et on a des ports de 5000 ans ici, archéologiques aussi, qui se visitent. Et eux, ils donnaient du poisson. Donc, Caral avait du poisson grâce à l'échange, le troc entre coton et poisson. Et à Caral, on a également retrouvé de la coca. On a également retrouvé des piments. On a retrouvé des plumes d'oiseaux qui venaient d'Amazonie. Donc, il faut imaginer depuis 5000 ans au moins des caravanes de lamas qui allaient, comme les caravanes de chameaux, traverser les Andes. À peu près, on est entre 180 et 200 km là, et qui allaient récupérer la coca, les plumes d'oiseaux, les piments, et qui ramenaient tout ça, à la fois qu'ils emmenaient du coton, ils emmenaient du poisson, on avait des échanges. Mais à Caral, on a également retrouvé du spondylus, qui est un coquillage qui vient ici d'Équateur. Donc, il faut imaginer des réseaux de commerçants qui allaient par cabotage. Ils ne venaient pas des grandes navigations, mais c'était de cabotage de plage en plage et qui allaient aller jusqu'à Caral pour emmener ce spondylus. Les caravanes de lama qui venaient aussi également comme ça. Ces caravanes de lama viennent ici jusqu'au sud de l'Équateur, jusqu'au sud, excusez-moi, de la Colombie. On voit ici les Andes viennent jusqu'au sud de la Colombie. La différence entre les populations andines en Colombie et ce qu'il y a plus au bas, qui va vers les Caraïbes, c'est qu'ici, il n'y avait pas du tout d'animal de transport, alors que jusqu'au sud de la Colombie, on avait des animaux de transport, justement, avec ces caravanes. Et à Caral, on a également retrouvé du lapis-lazuli qui venait du Chili. C'est-à-dire, il y a 5000 ans, cette première ville d'Amérique était articulée avec l'Équateur. On a retrouvé des cultures un tout petit peu plus anciennes qui avaient des émeraudes de Colombie, et ils avaient du lapis-lazuli du Chili, des plumes de coca et des piments de l'Amazonie et des poissons de la côte. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on continue à avoir tous ces réseaux en échange qui nous donnent, par exemple, ce qu'on trouve sur les marchés, des produits de la côte de l'Amazonie, des Andes. Ça, c'est un magasin de légumes et de fruits typique ici au Pérou, où on a une richesse de produits très, très abondante, ce qui va influer, bien sûr, sur la gastronomie. Dans les influences culturelles, je vous disais, à Hawaï, le surf, c'est à peu près 500 ans. Ici, le surf, c'est 3000 ans. On le retrouve sur les sites archéologiques marqués, avec ce petit bateau qu'on appelle le cheval de Totora. On a là Huanchaco, parmi les vagues les plus longues du monde. Et comme on est parmi les vagues les plus longues du monde, il faut dépasser ces vagues. Et puis après, il faut pouvoir revenir. Donc, en revenant, ils vont surfer. C'est pour ça. Ici, on voit une autre photo que vous avez déjà vue 2 fois sur la présentation. On a retrouvé aussi de Tucumé. Je vous ai dit, à Tucumé, c'est la culture Lambayeque. On a un site avec 26 pyramides au nord du Pérou. Et on a la pyramide la plus longue du monde qui fait 400 mètres de long sur 160 mètres de large et 60 mètres de hauteur. Sur cette pyramide, on a retrouvé des traces de poissons, de lenguado, ça s'appelle. C'est un poisson qui est à peu près d'une taille comme ça. Et donc, comme on a un accord avec le site archéologique, ils nous ont donné un petit poste. Et pour des groupes un peu spéciaux, on va dire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un lenguado, qui est le même poisson qu'on a retrouvé sur le site, et on va préparer un ceviche, par exemple, à la façon dont on le préparait à l'époque mochica, avec du fruit de la passion, parce qu'il n'y avait pas encore de citron en Amérique. Et ils vont commencer à déguster d'abord à la façon ancienne. Puis après, on va préparer un ceviche à la façon actuelle. Puis après, on va préparer avec un autre morceau
à la façon de la cuisine Nikkei, c'est-à-dire la cuisine péruvienne d'influence japonaise. Et comme ça, ils vont déguster différentes formes de préparation et apprécier l'expérience gastronomique à travers le temps, à travers les différentes formes de préparation du même poisson sur le site archéologique où il était retrouvé de plus de 1500 ans. Voilà. Donc, nous sommes en 1532, les Espagnols sont arrivés en Amérique. Ils arrivent eux-mêmes avec 8 siècles d'occupation musulmane. Donc, on voit cette occupation dans l'imam, mais on le voit dans la gastronomie aussi. On retrouve dans certains plats des arômes et des odeurs qu'ils pourraient avoir en Afrique du Nord, au Maroc, par exemple. Les premières femmes espagnoles qui sont arrivées ici étaient des femmes d'origine maure qui étaient converties au christianisme. Ensuite, il y a eu un grand débat, savoir si les Indiens avaient une âme. À Valladolid, on a répondu oui, les Indiens ont une âme, donc les personnes d'origine africaine n'ont pas d'âme. Et donc, l'esclavage est venu. Et on a donné le meilleur de la viande, par exemple, aux hacendados, et tous les tripes, les résidus de la viande allaient aux esclaves africains. Donc, avec toute leur influence d'Afrique occidentale, ils ont récupéré tous ces aliments et ils ont créé toute une gastronomie à partir de ça. Donc, ces influences africaines. En 1789, certaines personnes ont perdu la tête en France. Donc, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sans travail et en cherchant du travail, il y en a beaucoup qui sont arrivés au Pérou et ils sont revenus avec des crèmes, des desserts, en influençant également la gastronomie péruvienne. À la moitié du 19e siècle, nous avons également eu toute une influence italienne. Nous sommes le 4e pays d'immigration italienne en Amérique, après l'Argentine, les États-Unis et le Brésil. Donc, nous sommes le 2e pays au monde, par exemple, qui consomme du panettone au Pérou. Donc, on a cette influence également. En 1850, on libère les esclaves. C'était l'époque où il y avait le guano. Et comme on avait besoin de main-d'œuvre et il n'y avait plus d'esclaves, il fallait de la main-d'œuvre. Et on signe un accord entre le Pérou et la Chine. Et nous avons une importante migration chinoise qui va apporter donc son influence. Le riz cantonais n'a pas tous les ingrédients qu'il y a en Chine, donc il va s'adapter ici. Et on va avoir toute une cuisine qu'on appelle chifa, qui est une cuisine de fusion péruvienne. Des chefs péruviens de cuisine chinoise s'en vont en Chine et ils ont beaucoup de succès parce que ce sont d'autres ingrédients, d'autres techniques qui ont incorporé ce qu'il y a ici. Finalement, en 1868, l'amiral Perry c'est 1850, il tire des boulets de canon sur le Japon. Et en tirant des boulons de canon sur le Japon, c'est l'ère Meiji, ça s'ouvre au Japon. Beaucoup de paysans sont pauvres. Et le Pérou signe un accord en 1898 avec le Japon. Et beaucoup de migrants viennent du Japon. Ils viennent au Pérou. C'est pour ça qu'on a eu un président qui s'appelait Fujimori, dont le premier ministre était Yoshimoto. Et son ministre de la Pêche était Yoshiyama. Donc, on avait quand même beaucoup d'influence. Et ils ont beaucoup apporté et transformé dans la cuisine péruvienne. Donc, en voyant ces centres gastronomiques, en voyant ces écosystèmes et ces influences culturelles, on voit par exemple différents types de cuisine qu'on a au Pérou. La cuisine créole, donc d'influence plus espagnole, un petit peu plus arabe, afro-descendante également. La cuisine andine avec tous les ingrédients andins, donc avec des plats qu'on a ici, que vous pourrez revoir dans la présentation. La cuisine novo-andine, donc avec des influences un petit peu françaises, avec les ingrédients andins, la cuisine marine avec tous les types de poissons, la cuisine Nikkei, donc Nikkei, ni en japonais, c'est 2, donc c'est les 2e générations, et ce qui suit, la cuisine Chifa, donc d'origine chinoise. On a un jour du poulet à la braise ici, donc on n'a pas autant d'herbes que l'Argentine, mais on a beaucoup de grains, donc on mange énormément de poulet, et donc on a aussi une culture de braise, de grillade, les sandwichs que dans la criolisation, dans l'adaptation, ils sont devenus des sanguchis, voilà. Et la cuisine d'Amazonie qui est aussi très aromatique et très bonne. Voilà, donc un peu pour avoir un panorama de toutes les options de gastronomie qu'on a ici au Pérou. Donc quelques plats, par exemple au nord du Pérou, le riz avec du canard, le canard qui existait donc. Rappelons-nous qu'ici, il n'y avait pas de bœuf, il n'y avait pas de mouton, il n'y avait pas de chèvre, il n'y avait pas de cheval, il n'y avait pas de porc, il n'y avait pas de poulet, mais il y avait du canard. Donc voilà, depuis les anciens temps, on a du riz avec du canard. Il n'y avait pas de riz, bien sûr. On utilisait d'autres choses. Ici, c'est du chevreau. Ici, c'est le ceviche, c'est du poisson cru, cuit au citron.
Là, voilà un plat, par exemple, dans un restaurant quelconque sur la côte au nord du Pérou, hein, comme on s'est servi avec un pisco sour. Nous avons d'influence un petit peu chinoise le lomo saltado, donc c'est du bœuf sauté. Hein. Nous avons une causa limeña, c'est de la pomme de terre, une masse de pommes de terre avec toute une farce à l'intérieur, très très bon, très délicieux. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, on a vu les écosystèmes, on a vu les ingrédients, on a vu un petit peu les influences culturelles. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans un programme? L'idée, c'est que, comme je vous dis, nous, on fait des programmes sur mesure. Donc, on a des programmes sur mesure au sud, on a des programmes sur mesure au nord du Pérou, et on a des programmes au centre. Je ne peux pas tout vous montrer parce que sinon on ne finirait jamais. Donc, j'ai pris en tant qu'exemple un programme, le programme centre, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire. Au sud du Pérou, on va avoir beaucoup plus d'interactions avec les communautés, les produits. Au nord du Pérou, on va avoir de l'influence avec les cuisines, la forêt, les écosystèmes. Ici, donc, le programme au centre du Pérou, programme Limaïka, donc là où il y a Nazca, saveur de mer et du désert. On arrive donc, imaginons, on arrive de France et on va combiner ça avec un programme au sud avec Machu Picchu et tout. Donc, on arrive à Lima et on va d'abord aller dîner à la Huaca Pucllana. Ce site a à peu près 2000 ans. On voit un site archéologique qui est juste derrière. Richard Klederman, d'ailleurs, a joué avec son piano là-dessus. C'était quelque chose d'assez magique. Donc, la nuit, c'est illuminé. C'est un endroit très spécial et c'est dans un des endroits les plus exclusifs de la capitale. On peut manger et apprécier donc la cuisine péruvienne sur ce site pour bien commencer à rentrer en bouche. Hein. Le jour suivant, au petit matin, on nous donne des bottes de pêche et tout, et on va faire une visite du terminal de pêche pour voir toute cette variété de poissons qui arrivent de la mer, des grands poissons, des petits poissons. Ça sent fort, bien sûr, mais bon, on a tout le costume adéquat pour ne pas s'imprégner de tout ça, mais pour pouvoir voir tout ce mouvement au petit matin, comment il arrive de la mer. Hein. Ensuite, on va faire une visite du marché des légumes et des fruits frais, les fruits qui viennent d'Amazonie, les herbes qui viennent d'Amazonie, des Andes et de la côte, un petit peu sur Miraflores. Ensuite, on va aller manger dans un restaurant qui va récupérer la cuisine populaire, donc de la façon dont le mangent les Péruviens, et le présente d'une façon gourmet. Hein. Ensuite, l'après-midi, on va aller au musée Larco, parce que comme on a une culture qui a quasiment, donc comme je disais, on a 4000 ans de céramique, bon, 3500 ans de céramique, les cultures anciennes ont démontré à travers les textiles, les céramiques et tous ces produits. Donc, on va découvrir tous ces produits, ces ingrédients gastronomiques sur les céramiques et les textiles. C'est un très, très beau musée où on parcourt 3500 ans d'histoire à peu près. Et il a un très bon café, excellent. Donc, on va dîner dans le musée avec la base des produits qu'on a vus dans le musée, avec des plats qui sont excellents, donc dans ce qu'on a retrouvé dans le musée. Le troisième jour, on va partir vers Paracas, là où il y avait le guano principalement, et il y avait beaucoup de… C'est une des mers les plus riches en poissons, c'est la mer la plus riche en poissons au monde de fait, non? Et on va au passage découvrir, c'est là où il y avait beaucoup les afrodescendants, on va découvrir leur influence dans la musique, dans les danses et dans la gastronomie aussi. Hein. Donc, en route vers Paracas. On va arriver dans un restaurant qui est sur le port pour déguster directement. Donc là, il y a les coquilles de jonc. Hein. Je crois, si je ne me trompe pas, que le Pérou est le premier importateur de coquilles de jonc en France. Hein. En tout cas, la France est son principal marché d'exportation. Donc, on a énormément de fruits de mer, des poissons, c'est délicieux. On a des hôtels 5 étoiles dans la zone, 4 étoiles, 3 étoiles pour tous les goûts. Et ensuite, on vous propose un parcours dans l'après-midi en buggy pour aller sur les dunes. À Nazca, de fait, il y a la dune la plus haute du monde. Elle fait 2000 mètres de dénivelé. Donc là, on ne va pas aller sur cette dune-là, mais on a des dunes qui sont assez hautes. Et on vous propose sous une tente avec des torches dans le désert de faire un dîner sur les dunes. Hein. Voilà. Donc, le quatrième jour, on va découvrir autre chose qui n'est pas très connu au Pérou. Mais on va aller dans une hacienda du XVIIe siècle où, quand il a fallu convertir toutes les populations natives, il fallait pour la messe du raisin. Et donc, on a apporté du raisin. Et au départ, l'Espagne ne voulait pas que l'on produise du vin ici en Amérique
parce que ça faisait la concurrence à l'Espagne. Donc, on a commencé à produire avec des raisins très sucrés, le pisco. Donc, voilà, ça, c'est une hacienda du XVIIe siècle où on va faire une dégustation de pisco, hein, pour commencer à découvrir et commencer à apprécier les différences entre les différents types de pisco. Ensuite, on va aller sur une deuxième hacienda du XVIIe siècle, qui est la Tacama, qui est une des deux meilleures haciendas en termes de vin. Elle a beaucoup de vins avec des cabernets, des sauvignons, des merlots, des malbecs, enfin qui sont des cépages beaucoup français, hein. Carmenère, enfin voilà. Et donc ça, c'est une hacienda du XVIIe siècle qu'on va voir. C'est la première vigne du Pérou, hein. Donc on est carrément dans l'histoire également. On va déjeuner dans cette hacienda et l'après-midi, on va en visiter une troisième, l'hacienda Queirolo, où on a un vin qui a été récompensé en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, qui est également, ce sont trois haciendas du XVIIe siècle pour déguster là les vins Itipalca qui ont été médaillés un peu partout. Donc, c'est une journée un peu pour apprécier la vigne avec le pisco et le vin. Voilà, donc on va dormir dans l'hacienda du XVIIe siècle. Finalement, le 5e jour, on va revenir vers Lima. Et là, on va déguster dans un des 50 meilleurs restaurants du monde ou un des 10 meilleurs restaurants d'Amérique latine, selon le choix de chacun. Voilà. L'après-midi, on va faire une visite du centre historique de Lima. Et puis après, on part soit vers le nord, vers le sud, soit vers retour en France. Voilà. C'est donc un exemple de ce qu'on fait en voyage sur mesure, sur la dégustation. On en a également sur le nord, on en a également sur le sud. Voilà, donc il me reste… Donc ça, c'est le centre de Lima. Là, on voit ça, c'est la maison qui est telle qu'elle depuis la première maison… disons, c'est la maison d'Amérique la plus ancienne qui est telle qu'elle a été construite à l'époque, hein. Et là, on voit la place centrale de Lima, qui est patrimoine de l'humanité aussi en termes avec son patrimoine colonial. Les transports touristiques ça c'est un exemple de ce qu'on utilise, hein. On a des bus de tout type qui sont très confortables. En général, ils ne sont pas bondés, sinon on enlève des sièges pour que ça soit le plus confortable possible pour les clients. On a des hôtels à Lima, il y a des hôtels, des chaînes qui sont standards. Mais on a également des hôtels de charme avec des relais châteaux et autres, pareil que dans le reste du Pérou, hein. Voilà, donc ça c'est un peu ce à quoi on est affilié. Et sur ce, je vous dis merci et je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé la présentation et que vous aurez des questions pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Mario, merci à toi. Elle était vraiment top cette présentation, j'ai beaucoup aimé. Ça nous donne envie de partir déjà. Heureusement que tu ne l'as pas faite avant le déjeuner d'ailleurs. Très bien. Bon, alors est-ce que vous avez des questions par rapport à cette belle présentation qui vous donne un peu un aspect de tout ce qu'on peut faire au Pérou et qui vous montre quand même que justement il y a beaucoup à faire et que tout finalement est très interconnecté en fait, que ce soit l'histoire, la gastronomie. Donc c'est vrai qu'il y a de beaux programmes à faire sur la destination. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on l'a terminée un petit peu plus tôt, celle-ci. Sinon, bon, de toute façon, vous recevrez certainement un petit email de ma part prochainement et on pourra toujours rediscuter ensemble d'une éventuelle… si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de travailler sur des produits, on pourra vous accompagner, bien sûr, également dans son élaboration. Là, j'ai plus besoin de rien dire parce que Semra, elle est Je commence à prendre experte l'habitude. maintenant des Non, je vais te webinaires. laisser parler quand même. Je vous laisse répondre à la question de Janine. Alors, Mario, Janine nous demande quel est le prix approximatif pour ce voyage, si on se base par exemple sur cet itinéraire de 5 jours que tu nous proposes au départ de Lima. En fait, tout va dépendre des programmes, des restaurants qu'on va prendre en compte. Parce qu'on peut être, par exemple, sur du 3 étoiles comme on peut être sur du 5 étoiles. Et en fonction du… Je peux vous envoyer après, si vous le souhaitez, Janine, une réponse. En fonction du niveau des services qu'on va prendre, du niveau des restaurants. Pour vous donner un exemple, hein, le Central, par exemple, c'est le 2e restaurant au monde. Il faut compter $200, non, pour un repas au Central. Mais si je vous emmène à la Isolina, par exemple, qui est dans les meilleurs restaurants d'Amérique latine, là, ça vous coûtera, par exemple, je ne sais pas, $40, $50. Donc, il y a une différence qui peut être
ça va dépendre du niveau des services. On peut vous donner le même programme, mais à niveau de confort différencié selon ce que vous attendez par rapport à vos clients. C'est pour ça que je ne pourrais pas me risquer à vous donner une réponse comme ça tout de suite. Ouais, même en termes Hein. d'hôtellerie, hein, parce qu'entre le 3 et le 5 étoiles, il y a des gaps tarifaires aussi, donc c'est un peu… Voilà. mais c'est vrai que comme le propose Mario, Janine, si vous voulez, on pourrait travailler sur un produit de ce type-là, si ça vous intéresse, et vous faire une proposition, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est quand même une valeur ajoutée, puisque c'est intéressant d'apporter cette notion de gastronomie dans le voyage. C'est là aussi où vous, les agences réceptives, vous pouvez vraiment briller pour apporter de la nouveauté et vraiment avec votre connaissance terrain. Là, vous l'avez bien montré, donc c'est intéressant. Euh, ok, merci, mais ma clientèle ne cherche Oui. pas le luxe. Bah, Disons que si votre clientèle ne cherche pas le luxe, vous pourriez estimer un voyage comme ça à peu près entre 130 à 150 dollars la journée dans les services les plus accessibles, on va dire. Non? Voilà. Et après, bon, bah, ça va monter en fonction de la qualité des services. oui, parce qu'il faut quand même savoir que la destination, la gastronomie, elle ne se révèle pas que dans des hôtels, dans des restaurants qui sont très réputés. La gastronomie, elle est partout au Pérou et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on n'évoque pas assez parce que, bon, bah voilà, on l'a vu dans la présentation, elle est quand même très, très riche. Et dans les coins de rue, dans les petits restaurants locaux, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer dans un itinéraire, mais de façon beaucoup plus abordable, en logeant dans des hôtels 3 étoiles, en faisant des expériences aussi de rue, tout simplement, vous arrêtez, goûter des fruits. Donc, c'est tout à fait possible. Là, on vous a présenté un peu le haut du panier, si je peux dire. Au niveau de la gastronomie, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le fil conducteur en fait, de toutes ces histoires d'immigration. Je trouve que tu as vraiment bien présenté ça, Mario, parce que c'est vraiment très riche et on comprend qu'il y a vraiment que la gastronomie fait partie du patrimoine culturel de la destination. Donc après, elle se décline, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est comme en France, hein, on peut manger dans des restaurants étoilés et on peut trouver un petit restaurant de quartier coréen super bon, quoi. Donc c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une question N'hésitez aussi qui pas, pourrait potentiellement intéresser les personnes en replay. Donc là, on a vu un peu la partie, on va dire, haut de gamme peut-être, ou en tout cas plus raffinée du Pérou. Est-ce que c'est possible de faire la même chose avec le côté très authentique et le côté peut-être, je sais que dans toutes les destinations, on a souvent des points d'intérêt au niveau de la nourriture de rue. On a des fois des personnages, une personne, par exemple une femme qui tient un restaurant depuis 40 ans et qui fait sa même recette très authentique. Est-ce qu'on peut se tourner aussi plus à ce niveau-là et faire quelque chose de très, très proche des locaux et de très, finalement, plus, on va dire, authentique dans ce niveau-là, quoi. Bien sûr que oui. Justement, c'est pour ça que j'expliquais, parce qu'on est là, on a été sur la capitale et sur le sud, où il y a des grandes haciendas et tout ça. Mais ce que je vous disais au début de la présentation, si on avait été par exemple à Cusco, à Arequipa, on va être plus sur les communautés. On va être plus dans la rencontre de différents acteurs. On va plus aller rencontrer des producteurs de cacao, des producteurs de café. Et, et on a l'occasion justement là d'être avec une autre population, de la même façon dans le nord du Pérou. Donc, parce que c'est les caractéristiques de la société qui sont différentes dans chaque. J'ai fait l'option de ne pas présenter les trois, sinon Mhm. j'aurais tardé beaucoup plus longtemps. non, mais ce que tu as fait, Mais c'est oui, très bien. Excuse-moi, ce que tu as fait, c'est très bien parce qu'en montrant le haut du panier, tu montres que on va dire, toute cette chaîne alimentaire, elle est d'une telle qualité qu'aujourd'hui, on la retrouve dans les grandes assiettes, justement. Mais elle part effectivement de l'agriculteur, du terroir. Voilà, donc c'est un peu ça que ça veut dire aussi. voilà. Donc, si vous avez des intérêts, moi, par exemple, au nord du Pérou, on peut vous proposer, on fait une construction, par exemple, des embarcations qui servent à faire du surf. Et donc, on participe à cette embarcation pendant à peu près 1 heure d'activité et on peut après avoir des combinaisons et on va un petit peu sur la mer pour l'essayer. Et on voit comment ils reviennent avec du poisson. On va aller récupérer du caroubier, récupérer des produits dans la forêt sèche. Et donc, pareil au sud du Pérou, on va aller au parc de la pomme de terre. Dans le parc de la pomme de terre,
Ils vont nous montrer les différences. On va voir plein de types de pommes de terre. On va voir pourquoi certaines pommes de terre sont bonnes pour ça, d'autres bonnes pour ça. Ça devient des super aliments. On va aller à la rencontre des producteurs de café, de cacao, de quinoa. Et donc, ça va nous permettre, à travers le prisme de l'agriculture, de découvrir également les sites archéologiques incas, la façon dont on a domestiqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits ne sont pas le résultat simplement de la nature. Oh, c'est magique, la nature a fait ça. C'est tout un processus de domestication. Donc, on va voir les grands-pères de toutes ces plantes. On a retrouvé, par exemple, hier, je lisais, on a retrouvé l'ancêtre du cacao, le plus ancien, justement, il y a très peu, plus de 6000 ans ici au Pérou, hein, dans la culture Malagnon. Donc, on va à la rencontre de tout ça à travers l'histoire et la rencontre des gens. Donc, c'est tout à fait possible et sans que ça passe que par les grands restaurants, hein. Donc, ça peut être très accessible voilà, en gros, hein. Oui, c'est bien parce que ça permet d'allier vraiment l'histoire du pays finalement avec la nourriture et avec l'expérience gustative. Donc ça peut être très intéressant. Et je pense qu'il y a… on sait combien la clientèle française est quand même assez sensible. Et oui, bien sûr, complètement. Complètement. Donc c'est pour ça que ça peut être, ça peut plaire, je pense, effectivement, ce genre de circuit. En tout cas, moi, je me mets à la place d'un voyageur. Je sais que ça pourrait m'intéresser. Ça fait partie du voyage. Ouais. Et oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on arrive sur la fin. Je reviendrai vers vous pour vous envoyer le replay aussi pour, voilà, pour tous ceux qui ont participé, qui ont dû peut-être quitter en avance. Ou je vous donnerai le replay. Les informations aussi pour contacter l'agence donc Chasqui Ventura. J'espère que je le prononce bien. Oui. Pour ma part, Damien, je souhaiterais donc vous remercier. Quelle compagnie arrive-t-il? Oui, les Français. Quelle compagnie ils utilisent pour aller au Pérou? Ils utilisent Air France, ils utilisent certains Iberia, Ouais. Air Europa, LATAM. Mm. C'est les compagnies que je vois le plus comme compagnie aérienne. Moi, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que, bon, comme je vous dis, la gastronomie, c'est un exemple. Comme nous faisons du voyage sur mesure, tel que la gastronomie est très riche, on a une cosmogonie qui est très riche, qui est inconnue, parce que beaucoup de gens viennent voir ici les sites archéologiques, qui disent « Ah, c'est beau, techniquement, technologiquement, c'est intéressant », mais on comprend très peu de comment pensaient ces personnes. Donc, quand je vous dis qu'on a fait des programmes, par exemple, de bien-être qui sont centrés sur la cosmogonie, on peut, dans d'autres matières qui seraient d'intérêt de vos clients, vous proposer des choses tout aussi riches, tout aussi intéressantes, en articulation avec des communautés, avec des spécialistes, avec des rencontres spéciales qui font la différence dans les voyages. Donc, on reste à votre disposition pour pouvoir construire avec vous les programmes dès que vous nous contacterez. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci aussi voilà, merci Janine d'avoir fait vos questions. Ça nous a permis aussi d'éclaircir certains points. Et bien à la prochaine voilà, pour le prochain webinaire. Ouais, Je merci. vous envoie tout ça. Je vous enverrai les contacts si vous êtes intéressé pour contacter donc Mario et Semra. Et à très vite. Oui, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au Bonne revoir. journée, à très bientôt. Au revoir.